Professeur Monondiana, bienvenue aux États-Unis. Merci beaucoup. Vous voici en face du Congrès américain, où les sénateurs habituellement tiennent leur session et où ils décident, ils font des grandes décisions sur l'avenir du monde. Quel est le sentiment que vous avez quand vous êtes face à ce genre de monument en tant que visiteur? J'ai l'impression d'être véritablement en face du sanctuaire de la démocratie. Oui. C'est ici qu'avait été votée la déclaration de droit, Bill of Rights. Et ensuite, la France a repris un peu. Oui. Et on est venu achever ici aux États-Unis avec la déclaration universelle. Oui. Alors quand je me trouve dans ce pays, Oui. c'est le berceau de liberté civique. C'est le berceau de la démocratie qui gouverne le monde d'aujourd'hui. Donc je me sens tellement fier d'être ici. Et puis l'évolution matérielle de ce pays est telle que quand vous y arrivez, vous croyez sortir un peu de l'enfer pour le paradis. Est-ce que vous voulez dire que c'est pratiquement l'Eldorado par ici? J'ai l'impression que ce n'est pas l'Eldorado, il n'y a pas d'Eldorado dans la réalité, oui. Sinon dans le rêve. Mais quand même, la société des États-Unis me semble plus proche du rêve que de nos réalités prosaïques. Donc quand on y arrive, on peut être très, très satisfait. Et il est souhaitable que nous fassions, d'autres nations fassent des efforts pour atteindre moins ce niveau démocratique où je vois, à l'occasion de l'actuelle campagne électorale, oui. Un fonctionnement très harmonieux des institutions libérales. Je vois deux candidats qui se tripent au sens propre du terme et qui se livrent une lutte à mort. Je vois un candidat qui demande aux institutions américaines, la magistrature par exemple, d'enquêter sur un autre candidat. Et je vois le pouvoir américain céder à la doléance d'un candidat en se mettant effectivement à investiguer sur l'ancien courrier électronique de l'autre candidat. C'est quelque chose d'inouï, parce qu'on ne peut pas imaginer cela en Afrique, qu'un candidat puisse donner des directives à l'un des pouvoirs en place, le pouvoir judiciaire. Oui. Ce n'est pas des instructions en tant que telles, mais c'est des directives qui demandent à cette institution de fonctionner pour la manifestation de la vérité. Et elle de se mettre à fonctionner, quitte peut-être à contredire les secrets du pouvoir. Je trouve ça admirable. Et la police fédérale, par exemple, qui est en train d'investiguer, reçoit sa nomination du pouvoir exécutif. Et elle n'a pas peur d'investiguer dans la cuisine du pouvoir exécutif. C'est quelque chose de formidable. C'est inouï. Donc vous voulez dire qu'on sent pratiquement en action la séparation du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Oui. Alors, fort de ce que vous voyez, et en tant que philosophe, et en tant qu'une personne avertie de la chose politique, quel est l'enseignement que l'électeur, je voudrais dire le citoyen, peut retenir de cette façon de diriger la cité? Quel citoyen? Le citoyen lambda. Le citoyen lambda d'Afrique? Le citoyen lambda d'Afrique. Parce que le citoyen d'ici vit déjà en plein sa propre démocratie en direct. Oui. Nous autres qui la découvrons par ricochet, oui. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il en soit de même pour garantir une certaine transparence et pour garantir aussi que la personne qui sera élue n'ait pas la moindre saleté sur elle.
Vous savez que dans certains pays africains, on ne craint pas d'avoir la saleté sur toi. On s'empiffre même dans la saleté, étant dans les affaires. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen africain comme moi, je peux penser? Eh bien, c'est que nous devons faire des efforts pour réaliser la transparence. La transparence au niveau de nos candidats et même au niveau de nos dirigeants. Le président Clinton n'est plus au pouvoir, mais il a quand même été et il reste dans les arènes du pouvoir. Et l'on demande d'investiguer sur sa fondation, sur la manière dont cette dernière est financée et par qui et qu'est-ce qu'il advient de l'argent reçu comparé avec nos dirigeants. On leur demande seulement de déclarer les biens avant la prise des fonctions. Et ils n'arrivent pas. Maintenant, allez donc envoyer la police pour investiguer afin de nous trouver quand même le niveau de possession matérielle de ces dirigeants et vous m'en direz des nouvelles. Alors, c'est pour ça que quand on a vu cela et que c'est possible, on se demande pourquoi ce n'est pas possible en Afrique. Parce que nous voulons la démocratie réelle. Nous allons aux élections pour cela. Malheureusement, nous choisissons en toute ignorance des faits. Nous ne choisissons pas en connaissance de cause les candidats que nous choisissons. Sont-ils riches? Se sont-ils correctement enrichis selon la loi? On ne peut pas le savoir. Mais si aux États-Unis, on le sait. On cherche même à savoir, à remonter les origines d'une fortune. Ça qui est formidable. Nous ne pouvons pas, nous autres, chercher la causalité de notre enrichissement. Ouais, le jour et la nuit, l'enfer et le paradis des droits de l'homme. Cela m'amène à vous relancer. Évidemment, c'est le contexte dans lequel les citoyens américains évoluent, le peuple américain évolue, mais il me souvient, si l'on veut définir ce que c'est que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui. En d'autres termes, aux États-Unis, ils gèrent la cité telle qu'ils peuvent avoir les moyens de le réaliser selon les moyens de leur politique. En visant l'idéal. En visant l'idéal. J'imagine donc le contexte, non seulement pour l'Afrique, mais singulièrement pour le Cameroun, consiste aussi à gérer en fonction de la manière qu'on juge que la cité peut être mieux gérée. Je peux me tromper, mais c'est une analyse d'un observateur. Alors, fort de cela, devant quelle commission donc ceux qui envisagent d'avoir des postes, ou alors ceux qui envisagent d'être élus, devant laquelle des commissions ils vont déclarer ce qu'ils ont combien avant que d'entrer en fonction? Oui, comme vous venez de le dire, la politique, c'est l'art de gérer la cité, la police. Et il faut la gérer selon l'idéal. En fait, pour parler vulgairement, il faut la gérer de façon à réaliser le bien plutôt que de façon à réaliser le mal. Oui. Or, c'est quoi le bien? Le bien, c'est de distribuer équitablement les avantages de la société. Oui. Parce que vous avez parlé de 475 km². Tout à fait. Eh bien, ça veut dire que tout citoyen habitant ces 475 km² Oui. doit avoir, selon, peut-être pas ses besoins, mais selon sa contribution Tout à fait. dans l'enrichissement du pays. Et ce n'est pas à tort que des populations à gauche et à droite revendiquent la juste rétribution de ce qu'ils pensent ou bien de ce qu'ils pensent que leur environnement a pu apporter. Il y en a qui parlent du cacao, d'autres parlent du pétrole,
d'autres parlent du coton. Bon, ainsi de suite. Il y en a même qui produisent les joueurs, pas comme les Bassab qui produisent les joueurs dans les Lions Indomptables. Mais malheureusement, tous les revenus qui viennent du joueur, des Lions Indomptables, qui viennent du pétrole, qui viennent du cacao ou du coton, tous ces revenus disparaissent dans le nuage, le cloud, dont vous parlez en informatique. C'est où c'est bien. Ils sont dans les nuages. Alors, l'effort que le gestionnaire de l'État doit faire, c'est de veiller à une juste, ou tout au moins une équitable répartition des avantages. Ça donner beaucoup à ceux qui méritent beaucoup. Je vous prendrai un exemple au sein du comité central du RDPC, parti au pouvoir. Dont vous appartenez? Oui, je suis membre de ce parti, oui. Mais je suis quand même aussi critique parce que je voudrais que le parti ne fasse que du bien. Alors, après une élection, la récompense est dévolue très inéquitablement, très inégalitairement même, à ceux qui ont voté pour que le pouvoir soit là. La répartition est inégalitaire. Pourquoi? Un seul exemple. Quand vous attribuez 5 avantages à un candidat, c'est comme si vous avez élu 5 fois plus qu'un autre à qui vous n'attribuez rien. Je ne suis pas tellement fort en mathématiques, mais est-ce que vous pouvez parler de cela comme si vous parliez à un homme de la rue? Bon, par exemple, quand on vous nomme ministre, c'est un avantage. Oui. Et PCA de 2 ou 3 sociétés, Oui. c'est toujours des avantages. Oui. Et Dieu seul sait encore, vous arrangez aussi à prendre une chefferie traditionnelle qui est maintenant mensualisée. Oui. C'est toujours un avantage. Ça en fait beaucoup trop pour quelqu'un qui a permis au pouvoir d'être en place. Il faut lui donner une part et donner la même part à tous ceux qui vous ont donné une voix. Sa voix ne compte pas 5 fois plus qu'une autre. Ça, c'est un exemple vraiment terre à terre. Et quand vous voyez une distribution inégalitaire des avantages comme cela, vous ne pouvez pas chercher de midi à 14 h pour vous demander est-ce que ce pouvoir est équitable ou non. À partir de là, je ne compte pas le reste. Ça, c'est des choses visibles. Maintenant, pour les avantages invisibles, c'est-à-dire la répartition du plaisir qu'on peut donner aux uns et aux autres, ça, ce n'est pas quantifiable. Je vous parle seulement des choses quantifiables. Pour les autres choses, je pense qu'il vaut mieux concentrer le maximum de satisfaction chez le grand nombre que d'accumuler le maximum de satisfaction chez le petit nombre et laisser la plus grande insatisfaction et déception au grand nombre. Ça, c'est des théories quantitativistes, ça. Des théories en éthique qu'on appelle des théories séquentialistes, n'est-ce pas? Les conséquentialistes. La conséquence de votre acte, c'est que vous avez multiplié beaucoup de mécontentements sur le grand nombre. Et beaucoup de contentement sur le petit nombre. Vous voyez que c'est l'inverse. Il faut faire cette arithmétique-là en politique pour essayer de rendre... C'est simple pour rendre les gens heureux. Il faut que beaucoup de gens soient contents, comme dirait la palisse, que d'être mécontents. Et c'est facile à faire. Ben, vous dites que c'est facile à faire, je vous le concède, c'est excessivement facile. Mais vous avez fait le cours d'initiation, non? 5 macabos divisé par 5 personnes, ça fait combien par personne? Chacun a un macabo. Un macabo, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande au pouvoir du RDPC, dont je suis membre. Maintenant, vous avez parlé de l'initiation, du cours d'initiation et puis du partage. Mais cela m'amène tout de même à m'interroger. Je vous concède ce que vous avez dit. Vous avez été dans les arcanes du pouvoir. Vous avez été dans les cercles de décision. Et vous avez même flirté avec le pouvoir. Est-ce que celui qui vous écoute n'a pas la tentation, je voulais dire, ne fléchirait pas pour dire que il semblerait que soit vous êtes aigri, soit vous êtes mécontent,
soit vous êtes fâché, j'utiliserai même un terme beaucoup plus dur, soit vous êtes courroucé, parce que quelque part, quelque chose vous échappe dans les cercles du pouvoir. Oui, c'est pourquoi j'en suis parti sans état d'âme. Parce que j'avais compris qu'il n'existe pas une certaine rationalité dans les sphères du pouvoir. C'est-à-dire le ratio, c'est-à-dire une chose qui convient à une autre. Une chose pour une autre. Voilà. J'ai constaté qu'il n'y a pas cette absence de ratio m'a complètement déçu. C'est-à-dire 2 plus 2, ça doit faire 4. Absolument. Mais dans le pouvoir, il semble que, politique, je veux dire, il semble que 2 plus 2, ça fait 3, ou bien ça fait parfois 8, mais jamais 4. Je me souviens que vous avez écrit un livre intitulé « La politique, c'est le mensonge ». Oui, le mensonge en politique. Ou le mensonge en Oui, politique, oui, autant oui, pour moi. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est de cette arithmétique dont vous parlez? Oui, c'est ça. La politique est décevante parce que quand vous avez affaire à un homme politique ou à une décision politique, vous attendez à ce qu'elle soit prise selon des prémices qui sont posées au départ. Et vous construisez une déduction à partir de ces prémices pour arriver à une conclusion. Mais lorsque dans un appareil, vous refusez le principe même de la déductibilité et vous faites tout selon la loi de l'amour et du hasard, comme dirait Marivaux. En ce moment-là, moi je parle du marivaudage en politique. Mais sinon, quand même, la politique, c'est l'art du mensonge, comme l'avait dit Machiavel. Il y en a qui sont à l'aise dans le mensonge. D'autres, moi, je ne suis pas à l'aise dans le mensonge. Et je m'attendais à ce qu'un travail effectué soit payé par un juste retour de la récompense. Bon, la récompense n'étant pas arrivée, vous avez raison de nous poser la question si je suis fâché. Je suis fâché, mais pas aigri. Parce que je comprends ce qui se passe dans le jeu politique. Faire de la politique, c'est travailler dans l'assiette du mensonge, n'est-ce pas? Dire oui quand on pense non et dire non quand on pense oui. Je le sais. Connaissant ce principe, je ne peux donc pas m'attendre à grand-chose désespérément. Alors, j'en rigole tout en étant fâché de ce qu'il y ait du mensonge plutôt que rien. J'ai travaillé. Il n'y a qu'un cochon qui n'attendait pas une récompense après avoir travaillé. Voilà même pourquoi dans ma langue étonne, on parle de Isengui. Le cochon travaille, il broute la terre, il débroussaille, il ne sait pas, il pioche, mais il ne mange, il ne trouve rien. Alors, il ne faut pas que des hommes travaillent comme des cochons, c'est-à-dire sans aucune récompense. Traduction terre à terre. Traduction, travail fourni, récompense doit suivre. C'est humain. C'est humain, n'est-ce pas? Il y a un pasteur qui disait que même pour Dieu, quand tu travailles pour Dieu, Dieu doit te récompenser. Si tu ne travailles pas pour lui, il ne te récompense pas. Bon, si ceci n'arrive pas, moi personnellement je suis fâché, choqué de ce que l'injustice existe. Mais elle ne m'étonne plus parce que moi je la comprends. Mais il vous souvient, et vous êtes un philosophe, que Jean-Paul Sartre a bel et bien dit, et je le cite, qu'on ne peut pas faire de la politique sans avoir les mains sales. Comment espérez-vous donc, ou alors, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un politicien puisse avoir les mains propres? Comment est-ce qu'on peut attendre à ce qu'un politicien déclare tout ce qu'il a combien? Comment est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, ceux qui font exprès pour être iniques sont des anti-républicains. Vous n'êtes pas très dur dans le terme? Mais je vous parle des iniquités. Quand quelqu'un ne reçoit pas ce qu'il mérite, il y a iniquité. Dans le sens contraire, ce serait l'équité. Dans le sens contraire, le dirigeant serait équitable. Il peut se trouver que ce soit le modus operandi dans les cercles de décision. Et que... En ce moment-là, c'est un mauvais cercle. Vous savez qu'il y a de bons cercles, non? Il y a aussi des cercles vicieux. Alors je crois que le pouvoir doit tout faire pour essayer quand même de réaliser l'idéal et non pas chercher volontairement le mal. Les pouvoirs en Afrique cherchent volontairement le mal.
il triche lorsque ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai donc flirté avec la politique, comme vous avez dit. J'ai été en mission. Quand je m'en vais en mission, je dis que monsieur-ci mérite d'être élu parce qu'il a des gens. J'ai eu ma retraite de professeur émérite. C'est-à-dire, j'ai gravé tous les échelons de mon métier jusqu'à arriver à la fin. Je fus même le tout premier professeur titulaire dans la zone Afrique centrale. Ce n'est pas une mince victoire. Bien sûr, ce n'est pas un trophée époustouflant, comme le but marqué par Mboma Patrick, n'est-ce pas? Pas le retourner. Mais c'est quand même un acquis que moi j'estime remarquable d'être le premier dans une discipline réputée un peu compliquée, être le premier. Je l'ai fait. Bien sûr, on n'en a pas tenu compte. Mais là encore, je suis parti d'un éclat de rire parce qu'il faisait semblant de ne pas voir, n'est-ce pas? Il faisait semblant de ne pas voir que j'ai émergé et que j'ai battu un record. C'est vrai, ce n'est pas un record spectaculaire, comme je disais tout à l'heure, comme M. Mboma Patrick ou Eto'o Fils, mais un record tout de même qui méritait d'être sanctionné par une reconnaissance. Cela n'a pas été le cas. Je suis allé allègrement à la retraite où je perçois mon forfait de retraité qui, au Cameroun, permet à une personne modeste d'acheter son carburant et d'acheter ses nivaquines et de louer sa maison. Donc pour moi, je n'ai pas d'état d'âme. Et lorsque je parle ainsi, ce n'est pas pour me plaindre. Les journalistes aiment me demander, voilà, tu parles ainsi parce que tu te plains. Vous voyez, je montre la lune aux gens, les gens ne font que regarder mon doigt. N'est-ce pas? Et ton doigt là est comment? Le doigt qui nous montre la lune là est comment? Ce n'est pas ça. Il faut mûrir et voir quel est l'objet d'un discours et non pas quel est l'état de la personne qui discourt. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Washington, D.C. et nous avons à nos côtés le professeur Hubert Monondiana, professeur des universités, philosophe de son État, écrivain de son État, poète de son État, journaliste à la peau excessivement dure. Nous sommes en face du Congrès, qui est le lieu où les grandes décisions se prennent aux États-Unis.